Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia et vous écoutez La Voix des Plumes, le podcast littéraire qui donne la parole à des autrices et des auteurs de tous horizons. Ils et elles vous parlent de leur parcours, de leur travail et de leurs livres. Aujourd'hui, je rencontre Nine Gorman, autrice, blogueuse et booktubeuse. Ensemble, nous avons parlé de ses débuts sur Wattpad et de la manière très minutieuse qu'elle a de se documenter avant d'écrire une histoire. Elle m'a aussi raconté en détail l'envers de son nouveau projet, La nuit où les étoiles se sont éteintes, un roman à 4 mains en collaboration avec une de ses amies autrices. Dans l'objectif de documenter au mieux leur nouvelle histoire, elles sont parties avec un caméraman et un photographe en road trip aux États-Unis, rien que ça. Nine me raconte cette aventure extraordinaire, diffusée de façon quasi live sur Instagram. Je vous souhaite par avance une bonne écoute de ce deuxième épisode de La Voix des Plumes. Donc je vais commencer par te présenter. Bonjour Nine. Bonjour. Donc merci de bien vouloir accepter cette interview pour La Voix des Plumes. En quelques mots, tu es blogueuse. Oui. À la base, tu faisais un blog à partir de... J'ai vu que tu l'avais ouvert en 2011. C'est ça. Qui s'appelle Nine Hank, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Ensuite, tu es allée sur Booktube, donc sur YouTube, tu as ouvert ta chaîne. C'était en 2013, qui s'appelle Les Lectures de Nine. Oui, c'est ça. Voilà. Et tu es aussi autrice, donc tu écris depuis un certain temps, on va en parler. Et notamment, tu as notamment un écrit qui était d'abord sur Wattpad, qui s'appelait, c'était Le Pacte Sanguinaire sur Wattpad. C'est ça. Et qui est devenu Le Pacte d'Emma quand il est sorti en livre, c'était l'année dernière, en 2017. T'as aussi un autre écrit qui s'appelle Ashes Falling for the Sky, merci pour mon accent anglais, qui est aussi sur Wattpad. Et là, un nouveau dont on va parler aussi, qui s'appelle La nuit où les étoiles se sont éteintes, qui est en collaboration avec Marie Aligno. C'est voilà, ça. Très bien. Ça va déjà, ça c'est correct. Ashes Falling for the Sky, c'est aussi en coécriture. Avec Mathieu Guibé. Voilà. Donc on va parler un peu aussi d'écriture à 4 mains parce que c'est pas forcément banal. J'ai commencé de manière assez banale. Est-ce que tu te souviens de ce qu'était la première histoire que tu as écrite ? La première histoire que j'ai écrite, c'était une histoire que j'ai écrite en entier. C'est ce qui est assez incroyable, c'est que la première histoire dans laquelle je me suis lancée, j'en ai fait un roman, enfin vraiment un truc assez long. C'était un peu dans la veine de Christiane F, 13 ans droguée prostituée, ou l'herbe bleue, tout ça. Moi, je devais avoir 14 ans. Et je sais pas, je me suis lancée dedans. Enfin, je sais pas où il est ce truc. Il faudrait vraiment pas que je le relise parce que ça doit être vraiment très très nul. Mais j'étais assez fière de mon truc parce que j'étais allée jusqu'au bout. C'était mon meilleur ami qui me lisait à l'époque, qui était vraiment pris dedans. Limite, j'écrivais que pour lui. Et ma mère qui est tombée dessus aussi, qui a cru que c'était un journal intime à la base. Mais oui. Alors, il n'y avait même pas de titre, hein, pour te dire. Mais t'avais terminé du coup, ouais. Ce qui est assez peu commun en général de terminer une histoire au tout début. Et donc ça c'était le premier truc dont tu te souviens quoi. C'est ça, ouais, j'avais 14 ans. Avant ça j'avais écrit des petits... Et tu l'avais du coup pas publié sur internet ou quoi ? C'était vraiment la lecture confidentielle quoi. Non, en fait quand j'avais 14 ans c'était pas quelque chose qu'on faisait vraiment en fait, de publier ces histoires sur internet. C'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Je pense que... Ça aurait pu être le cas sur un Skyblog, hein, mais... Je suis même pas sûre qu'il y avait encore vraiment beaucoup de Skyblog. Ouais, parce qu'elle a tenté. C'était en 2004. Ah ouais. Tu vois. Ouais, t'es un peu plus... Donc, t'as quelques années de plus, donc il n'y avait peut-être pas de Skyblog. Ouais, c'est ça. Parce que dès qu'il y a eu Skyblog, je me suis lancée dessus, tu vois. Mais c'est vrai que... Non, en 2004, ouais, c'était pas... Non. Et qu'est-ce que tu lisais quand tu étais enfant ? Est-ce que tu étais une grande lectrice ? Ou est-ce que pas beaucoup Alors j'adorais lire, j'ai dévoré les chairs de poule même si à chaque fois je me pissais dessus, que j'étais vraiment une grosse trouillarde, mais j'adorais les chairs de poule. Je lisais même, mes parents ils m'avaient abonné, je sais pas si tu t'as connu ça, mais c'est tous les mois en fait tu reçois un petit livre. Genre il y avait, je me rappelle, Le jardinier et la fraise géante, enfin celui-là je l'avais adoré, j'avais vu je sais pas combien de fois. Et j'avais lu beaucoup les Cœurs grenadines. Je sais pas si ça te parle. C'est un peu comme tu dirais les collections à la bibliothèque rose, des trucs comme ça. Et en fait, c'est plein de petites histoires. Ça aussi, j'en lisais beaucoup. Ouais, c'est...
Donc ça, c'est ce que tu lisais enfant. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi tes inspirations pour l'écriture? Est-ce que c'est des choses que tu lisais enfant, ado, ou est-ce que t'as complètement changé de lecture Alors j'ai commencé à me diriger vers la littérature plus adolescente quand j'ai eu à peu près 18 ans, quand ça a commencé un petit peu plus à se développer, parce que quand j'étais personnellement ado à 14 ans, on n'avait vraiment pas beaucoup de choix finalement de lecture comme aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je pense que oui, je m'inspire un petit peu de toute cette littérature young adulte que je dévore en fait, parce que je pense que je comble le manque de ce que j'ai pu ressentir en fait quand j'étais plus jeune. Donc oui, automatiquement, je pense qu'on s'inspire un petit peu de toutes ces lectures. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que tu as fait des études littéraires, par exemple? Alors, On se dit pour être auteur, il faut forcément faire des études de littérature. Est-ce que c'est le cas? Alors j'ai un bac littéraire, mais c'est pas nécessairement un signe, parce que je l'ai eu avec beaucoup de difficultés. J'étais très très nulle en langue, en français, donc comme quoi... non, Ça veut rien dire. il n'y a pas de formation en fait pour devenir auteur. Et du coup, comment t'as appris à écrire? Comment tu dirais? Bah, je sais pas, à force de persévérance, à force d'écrire encore et encore, parce que récemment je suis retombée sur des fanfictions qui dataient pourtant de quand j'étais au lycée, hein, donc normalement au lycée je pense qu'on a quand même développé une certaine façon d'écrire qui est un peu mieux qu'au collège. C'était une catastrophe. Et je me dis, mais mon Dieu, j'espère que personne tombera dessus aujourd'hui parce que vraiment, franchement, ma crédibilité en prendrait grave un coup. Mais je pense qu'à force d'écrire, à force de lire aussi, ça automatiquement, on se construit un petit peu, on tâtonne. Je pense qu'on s'inspire beaucoup des manières d'écrire des autres avant de s'approprier sa propre façon de faire. Je pense qu'il faut juste écrire encore et encore, lire beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est que Wattpad, puisque tu écris sur Wattpad? Il y a des gens qui écoutent qui ne savent pas ce que c'est que cette plateforme. Est-ce que tu pourrais expliquer le principe et comment tu l'as connu et comment tu t'es décidé à publier dessus? Alors, Wattpad, j'ai connu ça grâce à Anatode, qui a un succès vraiment mondial aujourd'hui avec sa saga After, qui était à la base une fanfiction One Direction, donc sur Wattpad. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, c'est quoi Wattpad? Parce qu'il y avait la petite étiquette là sur les livres, donc je suis allée dessus et en fait c'est un site où on peut écrire chapitre après chapitre sous une forme feuilletonnante une histoire, donc trouver des lecteurs qui vont commenter, etc. Et en même temps on peut être aussi lecteur de ces auteurs en fait qui postent leurs écrits, et en fait c'est un site communautaire d'écriture, et ça permet de lire gratuitement, et puis aussi d'avoir des retours, de pouvoir se construire une communauté. Et du coup, tu as décidé de publier une de tes... Alors, est-ce que tu as eu d'autres essais avant d'histoires publiées, ou le Pacte sanguinaire, ça a été la première histoire que tu as publiée sur Wattpad? Ça a été la toute première que j'ai publiée sur Wattpad. En fait, il y a toute une histoire sur le Pacte d'Emma. Ça a été vraiment compliqué cette histoire, parce qu'en fait, à la base, j'ai commencé à l'écrire en 2011. Et il y a eu tellement de tumulte, tout ça et tout, que j'ai perdu mon histoire, je l'ai recommencé, je l'ai reperdu. Et en fait, c'est en 2015. Ouais, moi j'ai noté 2015 en tout cas. Ouais, en 2015. Alors attends. Ouais, que j'ai recommencé à poster. En fait, en 2015, début 2015, non pas début 2015, en septembre 2015, je me souviens, j'ai revu le film The Amazing Spider-Man 2. Et dedans, il y a donc Dane Diane qui joue Harry Osborn. Et en fait, clairement, moi, mon personnage, je le vois comme lui. Et en fait, c'est comme si il y avait eu mon histoire qui me cognait à la tête. Oui, allez, écris-moi, réécris-moi plutôt, pour le coup. Et donc, je me suis dit, bon, allez, peut-être que c'est le moment. J'ai digéré le fait que mon histoire a été formatée et supprimée par le passé. Et je me suis dit, bon, allez, je me relance. Et j'ai profité du coup du NaNoWriMo, qui est donc en fait un challenge d'écriture qui permet d'écrire, il faut essayer d'écrire 50 000 mots en un mois, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Mais ça m'a remis le pied à l'étrier et je me suis inscrite sur Wattpad. Enfin, j'étais déjà inscrite, mais j'ai commencé à publier sur Wattpad à ce moment-là, parce que je me suis dit, ça va être comme une sorte de contrat en fait avec le lecteur, qui lui commence à lire. Il me donne de son temps pour découvrir mon histoire, laisser ses commentaires. Donc moi, je me dois derrière de lui donner l'histoire complète et donc d'aller jusqu'au bout. Et je pense honnêtement que si j'avais pas commencé à publier sur Wattpad, je ne serais peut-être pas allée au bout de l'histoire. Parce que des fois, on est pris par le temps, par les événements de la vie, et on se dit, oh, j'ai pas la motivation de continuer. Et en fait, le fait de savoir qu'il y a des gens qui attendent derrière, on se dit, allez, on se motive. Et franchement, Wattpad, je trouve que c'est une super plateforme pour débuter, ou même pour avoir des retours, c'est plutôt cool.
Et c'était la première fois que tu publiais quelque chose sur internet ou tu avais eu d'autres expériences dans le passé où tu avais publié que ce soit de l'original ou des fanfictions ou tu avais déjà eu cette expérience-là de... Alors, j'ai publié des dramions sur fanfiction.net. Comme beaucoup de gens. C'est ça, qui n'y sont plus et qui devaient être aussi d'un niveau aussi déplorable que les autres fanfictions que j'ai retrouvées, qui elles étaient sur un forum, parce que c'était des fanfictions sur Tokyo Hotel, qui étaient sur un forum sur Tokyo Hotel. Donc oui, mais après voilà, c'était sur vraiment des sites spécialisés pour le coup, que Wattpad c'est vraiment plus... il y a des fanfictions, mais il y a aussi beaucoup d'histoires originales en fait, et c'est assez différent je trouve. Le format est quand même assez différent de fanfiction.net. Oui, c'est vrai que fanfiction.net, tu avais développé un deuxième site qui était Fiction Press. Il y a de l'original en fait, personne ne le connaît, mais il y a un pendant à fanfiction.net qui est pour l'original. Mais du coup, la preuve que tu le connais pas, c'est qu'il n'a pas. Ouais, je pense qu'il n'a pas des masses marché, peut-être dans le milieu anglo-saxon, mais en tout cas en France, ça n'a pas spécialement percé quoi. Ouais. Voilà, donc Wattpad s'est rattrapé là-dessus. Et lorsqu'on parle un peu avec des auteurs du fait de publier ces histoires sur internet, moi ce que je vois beaucoup comme question c'est cette espèce de peur du plagiat. Est-ce que c'est une crainte que tu as eue, le fait qu'on plagie ton histoire parce que tu l'avais mis en ligne sur internet gratuitement, ou c'est quelque chose qui t'a pas du tout effleuré Je savais que c'était un risque. Je sais aussi que, enfin, il y a des tas de lois qui disent qu'à partir du moment où c'est publié sur internet, je sais pas trop quoi, il y a une sorte de protection. Mais en fait, tout ce qui est artistique, c'est hyper compliqué parce qu'il suffit, par exemple, que la personne change un tout petit truc de la narration, de l'histoire, hein, le nom d'un personnage. Enfin, on peut très rapidement en fait être plagié et même si l'histoire est protégée derrière, on peut rien faire en fait. C'est très compliqué les procédures. C'est assez rare en fait quand c'est des trucs comme ça artistiques de réussir en fait à avoir gain de cause. C'est pareil pour la musique, pour le cinéma. On peut dire ah non mais ça a été ok à la rigueur fortement inspiré mais tout le monde s'inspire de tout le monde. Donc voilà, c'est pas un plagiat. Donc à partir de là, moi je me suis dit, bon, de toute façon, c'est un risque à prendre. Moi, qu'on me plagie ou qu'on me plagie pas, à la rigueur, en fait, je voulais juste avoir un retour d'expérience, avoir quelque chose à partager tout simplement avec les gens. Donc moi, en fait, je m'en fichais, je pense, à ce moment-là. Je savais que de toute façon, que ça arrive ou que ça arrive pas, je ne pourrais rien faire. Donc, en fait, si dans la vie, à chaque fois, on est tout le temps en train de s'empêcher de faire des choses de peur du plagiat ou de quoi que ce soit, en fait, au final, on fait rien. Et je pense que si justement j'étais restée bloquée sur cette peur, entre guillemets, j'aurais pas eu la chance d'être repérée par un éditeur, d'être éditée aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a plus à perdre de ne pas oser que de finalement le faire. Et du coup, tu mentionnes le fait que tu aies été édité. C'est chez Albert Michel, c'est ça, c'est chez Albert Michel. Comment ça s'est passé un petit peu, si tu peux raconter dans les grandes lignes, t'es pas... ça m'est tombé dessus. Clairement, j'étais à la moitié du pacte sanguinaire. Ah, t'avais pas fini encore? Non, j'avais pas fini. Et c'était en fait à l'été 2016, donc moins d'un an après que j'ai commencé à écrire. Et c'était pas Albin Michel qui m'avait contacté à ce moment-là, c'était une autre maison d'édition. Et au début, je me suis dit, ouais, c'est une blague. J'ai pas trop pris le truc au sérieux. Et à ce moment-là, j'avais pas trop le temps. Je suis écoutez, je suis vraiment en plein rush en ce moment. Je vous recontacterai plus tard. Donc le temps passe, je recontacte fin septembre, début octobre, je crois. Et là, je dis bon, ok, je veux bien vous rencontrer. Donc je rencontre une éditrice, on discute. Au début, je m'étais dit, ouais, il faut que j'y aille, il faut que je me vende et tout. Alors j'avais imprimé mes petits trucs et tout. J'étais vraiment pas à l'aise avec le concept parce que moi, à la base, j'avais pas de vocation à être publiée. Pas que je crache dessus, mais c'était vraiment un moyen de me lancer dans le truc, d'essayer de vraiment trouver une rigueur dans l'écriture. Pour moi, c'était pas genre l'histoire que je voulais nécessairement porter en librairie. Et en fait, quand je suis arrivée, la nana, non, en fait, elle voulait en fait publier mon roman. J'avais pas besoin de me vendre à ce moment-là. Et je me suis dit, ouais, c'est quoi enfin, pour moi, c'était un peu surréaliste. Ça m'a fait un peu peur. Et le lendemain, comme quoi, je sais pas, les planètes se sont alignées ce jour-là. Le lendemain, Albin Michel m'a contacté, donc mon éditeur actuel. Donc je suis allée le rencontrer et par contre là, lui, il y avait un feeling qui est passé direct en fait. Je me suis vraiment sentie en confiance et j'ai vu qu'il n'était pas là à me dire non mais t'as écrit le best-seller, le prochain best-seller, c'est trop bien ce que t'as écrit et tout. Il était là vraiment plus dans
ton histoire, elle a un bon public, elle peut vraiment séduire beaucoup de monde, etc. Elle a des faiblesses, elle a des points forts. Je peux travailler ça avec toi, je peux t'amener plus loin. Et moi, c'est ça que je voulais quelqu'un qui m'accompagne, qui m'aide justement à m'accomplir et à créer quelque chose. Et voilà, j'avais pas envie qu'on vienne, qu'on me brosse dans le sens du poil, qu'on me dise ouais, c'est parfait, parce que c'était clairement pas parfait, il y avait du travail à faire. Et ce que n'avait pas nécessairement peut-être vocation à faire la première éditrice. Et donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fini par choisir Albin. Et du coup, le travail, donc comment ça s'est passé? T'as terminé le roman sur Wattpad ou tu l'as arrêté Alors je l'ai terminé sur Wattpad parce que quand j'ai signé, on a eu toute une discussion avec mon éditeur, avec le directeur marketing de chez Albin Michel. Et moi j'ai dit que non seulement par respect en fait déjà pour mes lecteurs en premier temps, que j'ai commencé à écrire l'histoire, au moment où j'ai signé, ça faisait déjà 1 an que je publiais le Pacte d'Emma, je l'avais toujours pas terminé. J'ai dit, je peux pas à ce moment-là leur dire, vous voulez la suite? Eh ben, payez 16,90€ en librairie dans 1 an. Enfin, je pouvais pas. C'est eux qui m'avaient permis, d'arriver où j'en étais, donc c'était pas possible. Et en plus de ça, clairement, je trouve qu'au niveau de l'image, les auteurs il y en a pas beaucoup d'auteurs Wattpad qui, quand ils sont signés, qui n'arrivent pas en fait à aller jusqu'au bout. Généralement, ils publient jusqu'à la fin et après ils enlèvent un petit peu avant la publication parce que clairement, c'est hyper néfaste quoi. Pour l'image aussi, donc j'en ai discuté avec le directeur marketing, je lui ai avancé cet argument pour essayer de faire passer la pilule et dire non mais pour l'image, vaut mieux que je publie jusqu'au bout. Et du coup ils ont accepté, et donc on a laissé en fait l'ancienne version jusqu'à la publication, et après on a retiré. Oui, et aujourd'hui il y a 8 chapitres je crois. C'est ça, de la nouvelle version du coup. Oui, parce que du coup, tu as terminé ta V1, voilà. Et ensuite il y a eu un retravail en fait sur sans doute l'intégralité du texte. C'est ça, parce que automatiquement quand on écrit sous forme feuilletonnante, il y a des longueurs qui se créent, et puis il y a des éléments de l'intrigue qui vont pas s'imbriquer parfaitement. On se rend compte, en fait quand on écrit sur Wattpad, même si on a des possibilités de modification, on peut pas vraiment revenir en arrière et changer le fil conducteur, parce que ça perd le lecteur. Et automatiquement, quand j'ai terminé mon premier jet, je me suis dit, ouais, mais en fait, là, j'aurais pu aller comme ça, pour faire là, ça aurait été plus rapide, ça aurait été plus dynamique, ça aurait été plus intéressant. Et automatiquement, ça, j'en ai discuté avec mon éditeur. Lui, il m'avait listé un petit peu toutes les faiblesses que lui, il voyait dans mon histoire. On a travaillé un peu comme ça. Et ça m'a permis, en fait, de proposer une V2 qui est, je trouve, bien meilleure, du coup, que la V1. Oui, du coup, il y a eu vraiment un gros travail. Enfin, c'était pas juste de la correction, quoi. Il y a eu un gros travail d'édition sur ce qu'était la V1 pour arriver à la version éditée, quoi. Moi, c'était quelque chose d'important. On était vraiment sur la même longueur d'onde avec mon éditeur à ce niveau-là. C'est que moi, je voulais pas prendre ce qu'il y avait sur Wattpad pour le mettre en livre papier juste avec des fautes d'orthographe en moins. Parce que clairement, dans ce cas, les gens, je leur dis, restez sur Wattpad, quoi. Il n'y a pas de plus-value à aller, notamment pour les lecteurs qui m'ont soutenu depuis le début, qui ont acheté le bouquin. Je voulais qu'ils aient une plus-value, quoi. Et donc non, moi, ça a été long, ça a été compliqué. Parce que du coup, j'ai terminé de l'écrire, donc la V1 en mars 2017. Et j'ai eu 3 mois pour la réécrire. Oui, parce que le livre est sorti en septembre, je crois. C'est ça. Non, novembre. Oui, mais je me rappelle, il fallait que je le rende en juin, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, au final, quand on finit de l'écrire, il y a plein de trucs qui se font. Donc du coup, on est obligé de le rendre quand même assez tôt. Et j'ai eu 3 mois pour le réécrire, donc c'était drôle. Mais c'était super cool. Mais j'aurais tendance à dire que c'est pas nécessairement la meilleure partie, le plus fun quoi, de la partie de réécriture. Et est-ce que du coup tu faisais à ce moment-là, est-ce que tu faisais que ça à temps plein ou est-ce que tu travaillais à côté? Je travaillais à côté. Tu travaillais à côté en plus quoi. Ouais. Ça faisait beaucoup. Et du coup après la publication de ce premier livre, t'as continué à écrire sur Wattpad. Oui. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à continuer là-dessus? J'ai envie de dire que Wattpad du coup m'a façonnée et en fait moi je me suis vraiment prise au jeu de Wattpad, j'adore Wattpad, tous les jours je vais sur Wattpad et du coup en fait quand on publie un livre papier c'est génial de voir son livre papier etc, mais lire des chroniques aussi, mais en fait sur Wattpad c'est vraiment les gens commentent au fur et à mesure leur lecture, donc en fait on voit moi je vois par exemple quand il y a un lecteur qui commence mon roman et que je vois qu'il le dévore
dans la journée parce qu'en fait je vois tous ces commentaires au fur et à mesure sur chacun des chapitres ou des fois qui réagit à une phrase particulière Oui, du on chapitre. peut même, en cours de chapitre, sélectionner un truc et dire qu'on réagit à ça. Il n'y a pas juste C'est ça. la review de fin, quoi. Et du coup, je trouve ça mais dingue en fait de lire des petits commentaires, des réactions en fait du lecteur au fur et à mesure de la lecture, voir quels sont les moments clés en fait de l'histoire qui les ont bouleversés, tu vois. Et moi je trouve ça dingue, j'en suis vraiment accro parce que ça me permet de voir notamment, par exemple quand j'ai procédé à la réécriture du Pacte d'Emma, j'ai revu en fait tous les commentaires que j'avais eus et j'ai regardé notamment les passages où il y avait des commentaires à foison pour voir en fait vraiment quelles étaient les scènes qu'il n'était pas possible d'enlever. Parce que du coup j'ai quand même enlevé pas mal de choses. Pour donner un exemple, je pense que si on était resté sur la version Wattpad, le livre ferait plus de 600 pages. Là, il fait 400 pages parce qu'on a coupé dedans, on a fait en sorte que ce soit plus dynamique, etc. Mais voilà, il a fait que je fasse des choix. Et clairement, voilà, les scènes où il y avait max de commentaires et tout, j'ai dit non, ça, faut que je le note, ne pas supprimer. Et même, ça permet d'avoir un retour, je trouve, plus instinctif, j'aurais tendance à dire, que les chroniques de blog, etc. C'est, je dirais pas plus pro, parce que, quand je dis plus pro, parce que, j'ai tendance à trouver que c'est un peu péjoratif de dire plus pro, mais alors que je devrais pas. Plus qualitatif. Je saurais pas trop comment dire. En fait, je trouve qu'une chronique de blog, pour en avoir écrite, tu laisses mûrir en fait ta lecture. Tu vois, tu écris le truc de manière assez posée, tu laisses mûrir ta lecture et automatiquement, ça va être moins dans l'émotion. Donc du coup, tu vas dire, ah ben, finalement, je vais analyser la manière d'écrire, la manière de comment elle a construit l'histoire. Et finalement, ça va pas être dans l'émotion pure que tu as pu ressentir sur le moment qu'avec ces petits commentaires en fait. Et j'aime bien les deux, mais c'est vrai que moi je suis plus, quand je lis quelque chose, c'est pour ça que j'écris plus trop de chroniques maintenant, je suis plus dans l'émotion, dans ce que ça m'a fait ressentir sur l'instant T. Je préfère donner mon avis même des fois à chaud, même si mon opinion peut un petit peu évoluer au cours de la semaine, parce que je trouve ça plus intense, tu vois. Je suis plus dans l'instinct. Je sais pas, j'arrive jamais trop comment à expliquer en fait, mais ouais, je sais pas. Du coup, le Pacte d'Emma, ça a été publié au fur et à mesure que tu l'écrivais. Oui. Est-ce que tu es plutôt du coup toujours dans cette optique de publier au fur et à mesure, ou est-ce qu'il y a aussi le côté où on peut se dire j'écris tout et ensuite je publierai un chapitre par semaine, par jour, par ce que tu veux J'arrive pas à faire comme ça. Moi j'aime bien, là je me retiens avec le serment d'Andrew parce que j'ai eu l'autorisation du coup de publier un peu sur Wattpad. Je me retiens parce que j'avais commencé du coup à écrire la première version du serment d'Andrew et puis au final j'ai tout changé. Donc le serment d'Andrew qui est le tome 2 du Pacte d'Emma. Je le dis pour... et du coup j'ai enlevé et maintenant j'essaie de me forcer d'attendre d'arriver au moins à 10 chapitres, d'être sûre de ma trame pour poster. Parce que là, le serment d'Andrew c'est différent, je l'écris à une vocation de publication et donc du coup je trouve qu'il y a plus de pression, moi en tout cas ça me fout plus de pression parce que je me dis après il sera définitivement, je pourrais plus le changer quoi. C'est une fois que j'aurai mis le point final, surtout que je suis dans des délais très justes, une fois que j'aurai mis le point final, c'est fini, je peux rien changer. Alors que par exemple à She's Flying for the Sky que j'ai écrit avec Mathieu Guibé, on était à un chapitre par jour, on n'avait pas le temps de se poser de questions. On écrivait, on publiait directement, genre dans la minute, dès qu'on avait fini, on publiait. Et finalement, je trouve que c'est assez libérateur comme manière d'écrire. Parce que t'as pas le temps de te poser des questions, tu vois. T'as sorti le truc, paf, tu le balances. Et le temps que tu te dises, oh mon dieu, peut-être que les gens vont pas aimer et tout, il y a déjà des retours. Et des retours en fait qui t'encouragent, donc du coup, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup, ça motive, t'écris le deuxième chapitre. Et en fait, au final, t'arrives à une version terminée de ton roman, je trouve plus rapidement, parce que t'as vraiment un soutien qui est derrière. Et puis bon, une fois que c'est terminé, t'as le temps que tu veux pour le retravailler. Mais moi, si je devais écrire vraiment toute seule, sans retour de personne, je passerais 10 ans sur un chapitre à me dire ah là là, c'est pas bon, les gens vont pas aimer ça. Et moi, je suis hyper chiante. Même là, le serment d'Andrew, du coup, je publie pas nécessairement sur Wattpad, mais je fais chier mes bêta lecteurs.
Enfin, franchement, je les harcèle, quoi. Je suis en casse-bonbon. Je suis là, bon, tu préfères cette version, cette version. Est-ce que tu crois que cette phrase c'est mieux comme ci ou comme ça? Enfin, mais je suis insupportable. Je sais pas comment ils font pour me supporter. Parce que j'ai besoin d'avoir un peu, ouais, l'aval, tu vois, qu'on me dise, ouais, c'est bon, passe au deuxième. Ouais, je suis tarée, désolée. Non, c'est bien. Je te laisse un peu de temps au cas où tu voudrais rajouter quelque chose, c'est pour ça que je me tais. Du coup, tu as mentionné le fait que, et puis j'en ai parlé un peu au début, que tu avais de l'expérience dans l'écriture à 4 mains. Du coup, comment ça se passe? Enfin, est-ce que c'est un chapitre chacun? Est-ce que c'est en même temps? Vous mettez la patte sur les chapitres en même temps? Enfin, comment ça s'écrit? Comment on fait? Alors, on écrit tout à deux, aussi bien pour Ashes Flying for the Sky que pour La nuit où les étoiles se sont éteintes. Pour Ashes Flying for the Sky, comme c'est le premier du coup que j'ai écrit à 4 mains, au début j'ai pensé que ça allait être compliqué parce qu'on est vraiment très différents avec Mathieu et on a tous les deux des caractères de merde, hein, faut le dire. C'est-à-dire qu'on est assez campés sur nos positions et pourtant bah, ça a matché dès le départ. Et dès qu'on avait un passage où on n'était pas d'accord, etc., bah, je sais pas, on trouvait très facilement la solution. C'est-à-dire que par exemple, moi je préférais une version et lui une autre. Ben, on arrivait très rapidement à une version entre les deux qui finalement était la meilleure. Et le fait d'écrire aussi à 4 mains, c'est plus facile dans le sens où on a un retour direct. Donc par exemple, ben, moi qui ai toujours besoin d'avoir l'aval pour passer au chapitre 2, ben, du coup en fait d'écrire à 4 mains, on a automatiquement en fait un premier retour sur l'écriture, donc c'est hyper cool. Et la manière qu'on avait d'écrire, c'est on va sur Google Doc. Donc du coup en fait quand on écrit, bah, l'autre le voit automatiquement et on découpe, c'est-à-dire que par exemple je sais pas, on va dire chapitre 1 et chapitre 2. Chapitre 1, bah, je sais pas, moi je me sens plus à l'aise avec le pitch qu'on a préparé pour le chapitre 1, parce qu'on prépare à chaque fois quand même un pitch pour savoir de quoi on va parler. Je me sens plus à l'aise avec le chapitre 1, bon bah alors je commence, et donc lui par exemple il écrivait, ou Marie, hein, ça, on fait exactement la même façon pour les deux histoires, bah, l'autre donc du coup écrit le chapitre 2. Et par exemple, on va dire, bon, bah, pendant 45 minutes, go. Ça c'est surtout avec Marie qu'on fait comme ça. Go, et en fait, pendant 45 minutes, on doit écrire ce qu'on peut, en fait, sur ce chapitre en question, et après 45 minutes, on échange, en fait. Et ce qui fait qu'au final, bah, les chapitres sont vraiment... Nos écritures sont vraiment très fusionnées. Parce qu'il y a pas... Je sais pas, j'aurais tendance à dire, peut-être qu'il y a des chapitres où, à la rigueur, c'est du 60-40, tu vois. Mais la plupart du temps, ouais, c'est quand même du 50-50, tu vois. Ouais, c'est très mélangé. C'est très mélangé. Il n'y a pas un qui a un point de vue ou... Oui, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir parfois dans les écritures à 4 mains. Il y a 2 personnages et chacun écrit le sien et du coup les histoires se mélangent. Enfin, voilà, ouais, non, bah, pour Ashes Flying for the Sky, par exemple, avec Mathieu, on était tous les deux on avait très envie d'écrire au point de vue de H. Donc il n'était pas question qu'il y en ait un qui est H et l'autre non. On voulait pas voilà, on voulait absolument partager. Et donc du coup, bah fallait bien écrire Sky aussi. Donc du coup, on a tout partagé. Mais non, moi je trouve que c'est hyper enrichissant comme manière d'écrire finalement. Parce qu'on apprend beaucoup de l'autre aussi. Je sais que par exemple, avec Marie, elle est plus calée dans tout ce qui est description, les ambiances. C'est une grande fan de fantasy, donc automatiquement elle en lit beaucoup et puis elle a une plume pour les descriptions, c'est juste un truc de taré. Mais par contre, au niveau de tout ce qui est dialogue, etc., ou émotion, c'est un peu moins sa cam. Ce qui est, moi, bon, apparemment ma cam. Et donc, du coup, on fusionne vachement bien, on se complète et ça permet d'arriver à des résultats qui, je pense, sont bien meilleurs que si on était seul en fait face à sa feuille, tout simplement. Je préfère écrire à 4 mains en fait. Ouais. J'aime bien moi l'émulation, travailler avec quelqu'un, ça me motive. Allez, aujourd'hui on écrit de telle heure à telle heure, on se fait des sessions, on va péter des scores. Avec Marie on a pété des scores à 10 000 mots dans la journée. Ça fait beaucoup. Ouais, mais en fait dans l'émulation on se dit on a 45 minutes, faut le faire. Donc on écrit. C'est genre limite c'est la course, hein, qui sait quoi écrire le plus de mots à la fin des 45 minutes. Et non, c'est... À deux en fait on se sent moins seul. Parce que finalement, écrire, c'est un travail assez solitaire. Et moi, c'est vrai que j'aime bien être seule, mais pas trop.
En fait, c'est assez paradoxal, c'est que j'aime bien être seule, mais quand même avec du monde. Et, et en fait, d'écrire à quatre mains, ça permet de ne pas être seule, et poster sur Wattpad, ça permet de ne pas être seule aussi. Donc je pense que c'est pour ça que j'adore Wattpad et que j'adore écrire avec quelqu'un. Effectivement. Et du coup, comment est-ce que tu travailles sur tes livres, sur tes écrits de manière générale? Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu vas au feeling? Est-ce que... Ouais. Je fais un plan. Je fais De l'intégralité de ton livre au début? Alors pour le pacte d'Emma, j'avais quand même un plan pas ultra détaillé, j'avais quand même des trous, mais en gros j'ai mon début, ma fin. Souvent j'écris souvent la fin en premier. J'avais mon début, ma fin. J'avais les gros éléments principaux au milieu. Et après je faisais une liste de choses que je voulais intégrer à l'histoire, mais que je savais pas encore où les placer. Et après je me lançais en fait. Et très rapidement en fait le plan se dessinait. Je commençais à écrire, je sais pas, les 5 premiers chapitres, je me disais, ah tiens, cet élément-là, je le verrai là, j'imagine que ça va se passer comme ça finalement vers la fin. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance, le plan se complète. Et généralement, quand j'arrive à la moitié du récit, j'ai mon plan qui est complètement terminé. Ça m'aide en fait à me structurer. Maintenant, je le fais systématiquement. Et est-ce que tu fais des fiches personnelles? Est-ce que tu fais Alors, des recherches en amont? Est-ce que tu les fais au fur et à mesure? Ça dépend pourquoi. Les personnages, ouais, j'ai des fiches personnages, j'ai besoin de savoir à quoi ils vont ressembler. Pas pour tous, mais au moins pour les principaux. Donc il y a toujours leurs petites photos, leur bio. J'aime bien en fait tous les personnages, je leur ai inventé un passé. Enfin, je pourrais limite écrire un spin-off sur chacun de mes personnages secondaires. C'est un peu abusé, je pense. Des fois, je fais des recherches qui n'ont aucun intérêt dans l'histoire, mais qu'on sait jamais. J'ai envie de le savoir. Du coup, je perds beaucoup de temps dans les recherches. Et c'est pas bête. Je veux dire, c'est bête, mais c'est pas bête. C'est pas utile, on va dire. Parce que. Enfin, les gens ont tendance à dire, par exemple, là, le pacte d'Emma, clairement, c'est de la romance. Il n'y a pas de recherche à faire. Mais, je sais pas, moi, ça m'obsède. Par exemple, là, pour le tome 2, j'avais envie peut-être de partir sur une petite piste, genre enquête policière, tu vois. Je me suis dit, bon, dans ce cas, il faut que je sache comment ça marche le système américain, si tu te fais arrêter pour telle raison, les empreintes, quelles sont les législations pour l'ADN, les empreintes, enfin tous ces trucs. Donc je commençais à éplucher plein de sites en anglais, je pitais rien du tout parce que je suis très très nulle en anglais, mais je me suis accrochée. Et finalement, j'ai essayé de voir pour poser des questions à quelqu'un du FBI aux États-Unis. Enfin, je suis allée vraiment jusqu'à essayer d'avoir les réponses à mes questions pour au final me rendre compte que non, en fait, ça, j'avais pas envie d'écrire ça. Donc, du coup, il n'y a pas d'enquête policière, mais au moins, je sais que je suis allée jusqu'au bout de mon idée et que je suis sûre que je veux pas que ça fasse partie de mon roman. Mais j'ai perdu une semaine sur ça, juste pour le savoir, tu vois. Peut-être servira pour un autre livre. Peut-être. C'est pas forcément permis. Mais pour plein de trucs, genre Marie, des fois, elle s'arrache les cheveux, par exemple, donc dans la nuit où les étoiles se sont éteintes. Dans un chapitre, en fait, il y a un personnage à un moment donné qui prend des bus. Et donc, elle commence à écrire le passage et tout. Puis moi, j'étais là en train de me dire, mais attends, c'est bizarre, elle a mis des vrais noms de bus. Du coup, je vérifie. Et je me dis, ah non, c'est pas bon. Donc, du coup, je lui fais, ouais, Marie, c'est pas bon, c'est pas les bonnes lignes de bus. Donc, du coup, elle met les bonnes lignes de bus. Après, je fais, non, mais c'est toujours pas bon, Marie. Elle me fait, mais pourquoi? Je fais, mais parce qu'en fait, dans la logique, s'il finit l'école à 15h, que le temps d'aller jusqu'à la truc et tout, c'est pas ce bus-là qui passe à cette heure-ci, c'est celui-ci. Donc, il fait pas cet itinéraire. Et elle me dit, mais t'es sérieuse, tu crois que les gens vont vérifier? Je fais, moi, je vérifierai, tu vois. Moi, je suis la lectrice tarée, tu vois, je vais vérifier. Et des détails vraiment trop bêtes, quoi. Je vérifie tout. Même si je sais que le lecteur va pas vérifier. On sait jamais, peut-être qu'il pourrait y avoir une personne qui vient de la ville précise. Ouais, peut-être. Mais non, moi j'aime bien. Et puis moi je me dis par exemple, je sais que quand je suis passionnée par une histoire ou par un truc, par exemple, je sais pas, imaginons que la nuit où les étoiles se sont éteintes, je suis une lectrice, je suis hyper fan du truc et tout. Je suis le genre de lectrice à être capable d'aller faire le voyage du personnage, tu vois. Et donc moi aller essayer de voir si quand je vais au truc pour prendre le bus que c'est pas le bon, je vais me sentir un peu arnaquée, tu vois. C'est débile, hein, mais je suis un peu extrême à ce niveau-là. J'avais lu un bouquin d'ailleurs où c'était une nana en fait qui claquait tout et qui allait
prendre le premier bus et qui traverse les États-Unis comme ça. Je me dis, mais c'est bizarre, hein. Enfin, le bus c'est lent, je trouve qu'elle traverse les États-Unis vachement vite, dis donc, elle traverse les États à une allure. Et j'avais vérifié, en fait, ça coïncidait pas du tout, c'était juste improbable l'itinéraire qu'elle avait pris. Du coup, ça m'avait bloqué tout le reste de ma lecture, j'étais là, l'auteur, elle a pas fait gaffe, hein. Là, je suis déçue et tout. Finalement, il était super bon le bouquin, à part ce truc, hein, mais... Non, j'aime bien avoir des détails, même si c'est que pour moi au final, tu vois. Je sais même pas jusqu'où je suis allée, c'était quoi le début de ta question, mais... C'était tes méthodes de travail, et du coup, je te posais la question de tes recherches, et donc tu es partie dans l'explication de tes recherches. Je vois ça. Mais c'est bien. Et du coup, après, plus sur la manière dont tu... Donc là, c'était plus sur la préparation de l'histoire, un petit peu. Et quand tu dois t'y mettre, est-ce que tu peux écrire n'importe où? Est-ce qu'il faut une ambiance particulière? Est-ce que tu as des petits trucs perso Alors, le pacte d'Emma, j'ai beaucoup écrit sur le téléphone. En fait, j'écris très vite sur mon téléphone. Bon, vraiment, faut que je fasse un petit correcteur et tout, des fois. Oui. Mais j'écris très vite sur le téléphone. Donc, et j'adore, je suis très efficace dans le métro. C'est-à-dire que, j'ai déjà écrit sur un trajet en métro 1000 mots, quoi. Mais même pas sur un trajet d'1 heure, genre un trajet de 30 minutes, quoi. Enfin, j'écris très très vite. Et ça me vient vraiment, je sais pas. Il y a une ambiance, je regarde les gens, je me dis, pense à quoi? Tiens, ça fait penser à ça, ça m'inspire assez bien. Mais par contre, dès que je vais, par exemple là, je suis en deadline serré avec le serment d'Andrew, du coup ça me stresse. Du coup, je suis moins je me laisse porter par l'histoire, tu vois. Et donc j'ai besoin d'être quand même dans un cocon. Donc ça dépend vraiment des situations. Le pacte d'Emma, quand je l'écrivais, j'avais pas de deadline, si j'écrivais comme ça. Donc du coup, dès que j'avais envie dans les transports en commun d'écrire, pour que j'écrivais, quoi. Mais ça dépend vraiment de mon état d'esprit finalement, je pense. Ouais. Mais sinon, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique avant et pendant. Ce qui saoule mon compagnon, qui en a vraiment très très marre. Là, je pense qu'il est très content que tu sois là parce que du coup, il n'y a pas de musique. Mais il y a de la musique tout le temps d'habitude chez moi. Et en fait, je me fais une playlist qui colle en fait aux différentes humeurs. Par exemple, là, donc, le pacte d'Emma, c'était au point de vue d'Emma. Le serment d'Andrew, ça sera au point de vue d'Andrew. Donc, j'ai mis des musiques qui collaient à sa personnalité, à ses goûts, etc. Et aussi aux différentes émotions et humeurs qu'il peut avoir tout au long du récit. Et j'écoute cette playlist en boucle. Alors c'est des assez grosses playlists qui ont généralement plus de 100 titres. Et j'écoute. Et en fait, très rapidement, en fait, j'assimile des musiques à des passages. Et quand je me mets à écrire ces passages, ça va tout seul. Parce qu'en fait, je me suis fait un film dans ma tête avant, 1000 fois. Même avant de m'endormir, souvent je mets des écouteurs dans les oreilles, j'écoute ma playlist. Je pars dans mon histoire quand je dors. Donc j'écoute beaucoup de musique aussi. Et je sais qu'il y a des auteurs qui, une fois qu'ils commencent à écrire, il faut que ce soit le silence total. Moi, ça me stresse. Du coup, au contraire, ça me déconcentre pas la musique. Le silence me déconcentre parce que le moindre petit bruit, par exemple là, je sais pas si tu l'entends, mais il y a le bruit de la box. Tu vois, il y a ça, je vais être là. Et puis, des petits bruits, fixer dessus. Alors que la musique, finalement, c'est comme un bruit normal pour moi dans ma tête, que ça me permet de me focus. J'en ai besoin. Je supporte pas quand il n'y a pas de bruit. Du coup, je vais sur des petits bruits à la con, quoi. Sur le projet, du coup, La nuit où les étoiles se sont éteintes, donc actuellement sur Wattpad, il y a 3 chapitres, c'est ça, oui. Un petit début. Du coup, c'est un projet assez particulier et c'était aussi pour ça que je voulais absolument qu'on discute de ça, puisque donc avec ta co-autrice Marie, vous êtes partis aux États-Unis faire le trajet que les personnages font au cours de l'histoire, puisque c'est un road trip. C'est ça. Est-ce que tu peux détailler un peu plus du coup le projet, parce que là c'est expliqué très... Alors, à savoir qu'à la base, il n'y avait pas de livre de prévu quand j'ai planifié ce voyage. À la base, c'est Marie qui m'avait contactée en août dernier et qui m'avait demandé si on pouvait se rencontrer. On s'était jamais vus. Si on pouvait se rencontrer, parce qu'elle voulait écrire un roman en fait d'un personnage en fait qui écrit sur Wattpad et qui avait donc, elle avait donc des questions pour coller un petit peu à l'histoire, etc. Du coup, moi à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps, mais en fait,
j'aime tellement en fait le processus d'écriture et puis le fait qu'elle veuille se renseigner, moi ça colle vachement avec ma manière de faire. Pour moi c'était pas possible de dire non, j'avais vraiment envie de l'aider dans sa démarche. Donc du coup j'ai dit oui, on s'est rencontrés, on devait se voir genre 2 heures, finalement on a passé l'après-midi ensemble. Et elle me dit à ce moment-là, je pars la semaine prochaine pour 1 an à la Nouvelle-Orléans, tu viens quand tu veux. Du coup j'ai répondu, je viens en mars. Donc très rapidement, on a commencé à planifier le voyage, etc. Et puis elle m'a proposé, ça ne dit pas qu'on bouge, qu'on reste pas que à la Nouvelle-Orléans. Je dis écoute si tu veux. Et donc on a commencé à dire on va vers où. J'ai dit viens, on va vers Chicago, ça va changer de tous les trucs très touristiques. Ok, on fait ça. Et après en fait on s'est vite emballé, enfin c'est surtout moi que je me suis très vite emballée, je m'emballe très très vite, je me rends pas compte du temps que ça prend quand je commence à me lancer dans quelque chose. Du coup je dis viens, on essaye d'écrire une histoire, genre en 2 semaines, on va pouvoir écrire une histoire en faisant un road trip. Et elle me dit ouais ça serait trop cool. Et à ce moment-là je lui dis, quand on commence à construire l'histoire etc, je me suis dit ça va être tellement cool cette histoire, je l'aimais déjà tellement d'amour que je me suis dit faudrait qu'on fasse un vlog, un joli vlog sur cette manière de construire l'histoire pour que les gens quand ils vont la lire sur Wattpad ils vont pouvoir voir les lieux, vraiment voir toute l'aventure qu'on a vécue. Et à ce moment-là je me dis on n'aura jamais le temps d'écrire, de vivre les trucs et de filmer. Moi, il faut savoir que les vlogs, je suis une catastrophe, je sais pas filmer des vlogs, je pense pas à sortir la caméra. Et donc je lui dis, viens, je connais quelqu'un avec qui je bosse sur des vidéos et tout, je pourrais lui proposer pour qu'il vienne. Elle me dit, non, mais moi j'ai pas les moyens, on devait faire un voyage comme ça et tout. Je dis, non, mais t'inquiète, je vais m'en occuper et puis je vais voir, moi, si je peux pas avoir des vidéos sponsorisées, des trucs qui vont tomber pour pouvoir le rémunérer. Et finalement, il s'est avéré que Albin a kiffé le projet. Alors que, en fait, je parlais avec mon éditeur à ce moment-là, il me demandait pourquoi j'étais en retard sur le serment d'Andrew. Il me dit sur quoi tu es en ce moment qui justifie que tu es en retard sur le serment d'Andrew. Je dis d'accord, je te raconte. Et en fait, il a trouvé le projet hyper cool parce que finalement, ça a tellement grossi que finalement, on devait faire un documentaire, mais aussi un truc en direct sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent. Je trouve que tu me diras si tu veux que je réexplique, mais je trouve que je pars vraiment. Non, vas-y, continue, c'est bien. Donc, pour permettre en fait aux internautes d'influer sur l'histoire, donc en fait, on s'était dit avec Marie, on va faire voter les internautes. Est-ce que vous voulez que les personnages fassent ça ou ça dans l'histoire ? Et évidemment, en fait, on devait réaliser les choses que les personnages allaient vivre à ce moment-là. Et donc du coup en fait ils ont trouvé ça tellement cool chez Albin parce que c'était une nouvelle façon d'aborder en fait une histoire, une manière d'écrire. C'est un truc qui n'avait pas encore été fait, même pas aux États-Unis. Donc ils se sont dit non mais on te soutient dans le projet, il n'y a pas de souci et tout. Donc du coup au final ça a été signé chez Albin et ça nous a permis du coup de faire ce voyage. Et donc on est parti de la Nouvelle-Orléans où on a passé un peu moins d'1 semaine à arpenter un petit peu toute la Nouvelle-Orléans parce qu'en fait l'histoire se passe. Tu as le passé et le présent. Le passé se passe à la Nouvelle-Orléans et donc la majeure partie du récit se passe quand même à la Nouvelle-Orléans. Et après tu as le présent où c'est le road trip en fait où ils font donc de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago. Et donc après nous on est parti une dizaine de jours faire ce road trip et à chaque étape on a vécu des expériences de dingue qui nous ont clairement inspiré pour le roman. Et quand on avait commencé à préparer le plan avec Marie, on n'avait pas vraiment grande idée de ce qu'ils allaient pouvoir faire pendant ce road trip. On savait juste qu'ils allaient faire les 400 coups parce que c'est vraiment... Je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est l'histoire de 5 amis en fait qui font vraiment les 400 coups et dont dedans en fait il y a un personnage qui s'appelle Finn qui a vraiment un passé assez sombre. Sa mère est en prison, on ne sait pas trop pourquoi au début. Il est vraiment dans une vague vraiment autodestructrice et il va rencontrer justement ces 4 autres adolescents à Nouvelle-Orléans et qui vont l'aider justement à aller mieux. Et du coup, pendant ce voyage en fait jusqu'à Chicago, les internautes nous défiaient de faire des choses. Et ces choses-là qu'on a réalisées, du coup, c'est ce que les personnages font dans l'histoire. Et c'est assez ouf finalement de vivre ce que les personnages font. Parce que ça donne une vision complètement différente. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a faites avec Marie que si j'avais dû les écrire en fait sans les vivre, je les aurais pas du tout écrites de la même façon. Et il y a aussi des événements qui nous sont arrivés mais complètement improbables, qu'on n'aurait jamais eu l'idée de les écrire parce que pour nous ça n'aurait été pas un truc qui aurait pu être plausible et que finalement si parce qu'on les a vécus et ça nous a donné plein d'idées. On se promenait par exemple à un moment donné, on se promenait à Memphis,
on voit une ruelle et puis on se regarde avec Marie, on se dit oh, on pourrait tellement se passer ça dedans, mais on était tellement connectés en fait, on vivait le truc, c'était comme si on était en transe, limite c'était assez dingue. Vous preniez des notes au fur et à mesure? On prenait des notes, ouais. Vous ne pouviez pas écrire du coup l'idée première. Bon, il a pris cher. Donc là je décris un petit peu puisque c'est de l'oral, mais c'est un bloc-notes jaune avec plein de pages très très chiffonnées avec des trucs écrits dessus. C'est ça. Et donc en fait on écrivait tout, tu vois, en marchant et tout. Et dès qu'on a des idées on les écrivait, etc. Et ouais, ce carnet, du coup, j'ai tout reporté après sur l'ordinateur quand on est rentré. Ça nous a permis vraiment de finir en fait le plan, de vraiment boucler l'histoire et qu'elle ait aucun temps mort, qu'elle soit complète. On a pu aller notamment à Nouvelle-Orléans visiter un lycée. Donc, fallait vraiment que tout coïncide, c'est-à-dire que donc on a 4 personnages qui finalement sont d'un milieu assez aisé et un personnage qui est vraiment, ils sont pauvres, quoi, clairement, il vit chez son oncle, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il fallait trouver en fait un lycée qui pouvait accepter ces 2 classes sociales. Et c'est assez compliqué aux États-Unis. Et finalement, en fait, cette école, les frais d'entrée sont gratuits, je crois, ou alors vraiment très très peu chers. Et c'est une école qui est vraiment basée sur les compétences artistiques, etc. Donc en fait, et puis quand on a pu aller la visiter, donc du coup on a posé plein de questions et clairement c'était une école qui mélangeait toutes les classes sociales, donc nous c'était parfait. Et c'est un truc qu'on n'aurait pas pu savoir ni découvrir en fait si on n'était pas allé sur les lieux, parce que j'ai fait des recherches sur internet et c'est pas des informations qu'on trouve. Une classe sociale, lycée, ça va pas marcher. Et du coup c'était hyper enrichissant, même pour prendre des clichés, voir comment c'est à l'intérieur. Parce que finalement c'était quand même une école qui faisait très, on va dire, cliché américain, mais pas tant que ça je trouve. Elle était quand même assez atypique, c'était assez loin de tous ces lycées américains qu'on voit un peu partout. Et c'est cool parce que du coup on va pas tomber vraiment dans la description peut-être vue et revue des lycées américains. Ouais, c'était une expérience de ouf. Bon, j'ai perdu des cheveux au passage. Comme tu vois. J'ai pu voir sur Instagram, du coup, donc c'était sur Instagram que vous publiez. C'est ça, parce que du coup j'explique. Tout ce qui était en live. C'est ça. Tu fais bien de me recentrer parce que du coup je pars un peu dans tous les sens, mais ouais, c'était sur Instagram, parce que c'était vraiment le réseau social qui permet le plus de spontanéité, alors pas nécessairement photo, mais avec les stories. On aurait pu faire Snapchat, mais j'y comprends rien. Du coup, je suis restée sur Instagram. Et c'était cool parce que les gens pouvaient voter, il y a les systèmes de vote. Puis, même pour des tas de trucs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherchait la maison de Finn, donc le personnage principal. Donc, on a vraiment arpenté les rues de Trémé à la Nouvelle-Orléans, qui est donc un quartier principalement noir. Et on a vu plusieurs maisons qui nous plaisaient, et donc en fait on les prenait en photo et puis on invitait les internautes à choisir quelle maison ils préféraient. On a fait ça aussi d'ailleurs pour tous les autres personnages, et c'est cool parce que les internautes se sont vraiment sentis impliqués, et finalement ils sont dans une attente maintenant vraiment pour découvrir une histoire, pour voir si tout ce qu'ils ont vu finalement sur Instagram va être dans le livre papier. Donc c'est un peu comme s'ils étaient co-auteurs un petit peu finalement de l'histoire, parce que même pour des tas de trucs, on a demandé quel travail ferait par exemple l'oncle de Finn. Donc ils ont proposé plein de trucs, nous on a tout noté. Après, par rapport à ce que fallait que ça coïncide avec l'histoire, on a éliminé certains travaux en fait qui correspondaient pas avec l'idée générale de l'histoire. Mais voilà, enfin, du coup on avait des tas de listes pour plein de trucs, et puis on n'avait plus qu'à piocher, et clairement c'est comme si on avait troisième personne qui écrivait avec nous. Et du coup, là, comment dire, est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes, l'implication justement des personnes qui vous ont suivi, etc. On pourrait se demander, est-ce que les gens vont vraiment aller tous les jours regarder ce qui se passe, et qu'est-ce que tu as pu jauger un peu de ça C'était vraiment au-delà de nos espérances. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un petit groupe de personnes qui allaient vraiment nous suivre du début à la fin, et en fait il y avait énormément de monde. C'était d'ailleurs je suis triste parce que du coup il y a plein de messages, je sais que avant je pensais qu'Instagram en fait archivait tout,
En fait, à partir d'un certain nombre de messages, ça s'efface. Ah oui, ouais. Et du coup, quand je suis rentrée et tout, je voulais vraiment tout relire parce que voilà, en fait, tellement qu'on recevait de messages, j'ai pas pu archiver tout. Donc heureusement qu'on prenait des notes au fur et à mesure de ce qu'on recevait, etc. Mais on a vraiment eu beaucoup de participation. Les gens étaient vraiment là, pas nécessairement parce qu'ils vont peut-être avoir envie de lire le livre après, je l'espère, mais aussi parce que c'était un concept qui était nouveau. J'ai un ami récemment, il m'a dit, on avait l'impression que c'était une télé-réalité le truc. Parce que voilà, il nous suivait vraiment du matin au soir, il voyait vraiment tout ce qu'on faisait. Puis c'était, comme il y avait un challenge par jour, c'était quand est-ce qu'il va y avoir le challenge, comment ça va se passer, est-ce qu'elles vont le réussir ou non. Il y avait, comme une certaine addictivité en fait qu'on avait réussi à créer justement sur Instagram. Et tout ça sans avoir le texte qui suivait à côté en même temps, quoi. C'est il y ça. a aussi ça. C'est vraiment, ils nous suivaient dans le truc à l'aveugle. Et c'est ça qui était fou parce que je pensais vraiment que, si à la rigueur ils connaissaient l'histoire, etc., ils avaient une certaine attache avec les personnages, donc ils avaient envie de découvrir les lieux des personnages qu'ils aiment bien. Là, justement, non, c'est en fait complètement le scénario inverse. Et finalement, je me dis peut-être que, parce qu'on leur a fait des petites fiches perso quand même aussi sur Instagram, on leur a envoyé des informations un petit peu supplémentaires sur l'histoire. Je me dis en fait justement ils ont commencé finalement à s'attacher aux personnages avant que l'histoire commence. Donc je me dis quand l'histoire va commencer, est-ce qu'ils vont être contents, déçus, enfin du coup il y a aussi un petit stress à ce niveau-là que le texte soit pas à la hauteur de l'expérience qu'ils ont vécue. Mais c'était ouf. Enfin franchement si aujourd'hui je pouvais faire ça pour chacun de mes romans, je le ferais quoi. C'était trop cool. Et du coup vous étiez suivi par un caméraman, c'est ça, un photographe aussi, qui a aussi documenté du coup tout le bazar. C'est ça, en fait, j'ai digressé tout à l'heure, mais en fait, donc du coup, on est parti avec un caméraman. Donc en fait, quand Albin a rejoint le projet, ils nous ont dit qu'on pouvait, si on voulait, prendre du coup un photographe avec nous. Et du coup, moi, je connaissais Nicolas Stagic, qui est un photographe suisse qui fait des photos de dingue. Et en fait, comme il fallait aussi, un peu entre guillemets, quand même alimenter le feed, etc. d'Instagram, c'était parfait. Donc ça nous permettait d'avoir du contenu à poster sur Instagram. Mais aussi en fait parce que comme on en discutait avec mon éditeur, ça pouvait être vraiment cool. Alors le documentaire c'est génial parce que du coup ça va donner un avant-goût aux gens en vidéo de découvrir l'histoire. Mais après pour les gens quand ils vont lire sur Wattpad, on s'est dit ça serait génial si ils pouvaient avoir des photos des lieux. Et donc du coup ils prenaient des photos d'un petit peu tous les lieux. Donc du coup on a vraiment des clichés qui sont magnifiques et donc les gens quand ils vont lire l'histoire sur Wattpad, ils vont avoir au fur et à mesure un petit peu les univers, les décors, comment c'était. Donc ça va vraiment permettre une immersion encore plus intense dans l'histoire. Donc franchement j'étais super contente et je suis hyper reconnaissante envers Albin d'avoir permis ce projet. Moi à la base j'y croyais tellement fort à ce projet, pas nécessairement pour que finisse en livre papier ou je ne sais quoi, c'est vraiment parce que l'histoire, j'y étais vraiment très très attachée, et puis le concept, l'idée, moi j'aime bien faire des trucs nouvelles, des choses nouvelles pour tester, pas nécessairement pour être genre la première à avoir fait ça, mais ce que j'aime bien en fait, c'est un défi, ça challenge, ça fait peur en fait. On se dit putain, il n'y a pas de repère. Et du coup, moi j'aime bien cette adrénaline de la peur. Et que Albin ait permis ça, je pense qu'on aurait pu le faire sans Albin, mais ça aurait été plus compliqué. Et ils nous ont vraiment apporté un soutien qui permettait de ne pas se poser de questions ou de s'inquiéter de certaines choses, donc c'était plutôt cool. Du coup, l'histoire est signée déjà chez Albin Michel, c'est ça? Alors, du coup, le deal, c'était qu'en échange, c'est eux qui ont les droits du bouquin, donc les droits sont acquis par Albin. Après, c'est aussi pour ça que c'est ouf, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont acquis les droits, mais ça va sur Wattpad. Ok. Donc les lecteurs vont quand même pouvoir le lire sur Wattpad. C'est ça aussi qui... Et donc du coup la question du livre papier qu'on pourrait se demander, c'est pas encore... c'est pas encore réfléchi ou d'actualité, c'est pour ça que j'aime encore plus ma maison d'édition, c'est que... Ils la sponsorisent sur Wattpad quoi. Enfin, voilà, en gros, c'est-à-dire que eux finalement gagnent pas d'argent dessus à ce moment-là. Et donc du coup c'est pour ça que moi j'ai foncé parce qu'au final c'était exactement le même deal que si je l'avais fait toute seule. Puisque moi je comptais le faire pour le mettre sur Wattpad. Et si l'histoire marche bien sur Wattpad, il sortira en livre papier plus tard. Mais non, c'était vraiment une vocation. Vraiment, c'était vraiment histoire de faire
ouais, une sorte d'expérience d'écriture en live avec un documentaire, comme une sorte de roman augmenté en fait, sur internet, et pour en faire un feuilleton d'été quoi, mais sur internet. Ouais, non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que je trouve à titre personnel que parfois les auteurs s'approprient pas suffisamment les réseaux sociaux. Déjà, ne serait-ce que parfois au sein du récit, je trouve que les réseaux sociaux qui font quand même partie de nos vies, qu'on ait 20 ou 45 ans en général, ça reste quand même quelque chose d'important. C'est rarement intégré dans les histoires. Et encore plus après l'usage des réseaux sociaux pour oui, augmenter l'histoire du livre augmenté, de quelque chose de transmédia. C'est quelque chose qui est très peu fait. Et je trouve que c'était un bon exemple de ce qui pouvait être fait aujourd'hui. C'est vrai que ouais, y a encore beaucoup de choses qui sont à faire en fait avec les réseaux sociaux. En plus, il y a de plus en... Enfin, je pense à Instagram, il y a quelques années, on ne pouvait pas faire de story, on ne pouvait pas sauvegarder les stories. Maintenant, les outils sont vraiment là en fait pour nous permettre de faire des tas de choses. Et comme je te disais tout à l'heure, j'avais peur parce que ça n'avait pas été fait, je savais pas si les gens... Rien que le concept, tu vois, j'ai galéré pour expliquer comment ça avait été fait. Déjà, rien que ma vidéo pour présenter le projet, j'avais eu trop de mal parce que j'avais l'impression que c'était pas clair ce que je disais, c'était tellement nouveau, tellement... Comment expliquer ça et donc, ouais, il y a la peur de finalement aller dans un mur et que finalement ça intéresse personne. Mais en même temps, c'est une expérience qui est tellement riche que dans ma tête, je me disais, même si ça fonctionnait pas, de toute façon, j'allais vivre ce truc, j'allais finir par écrire l'histoire. Donc j'avais quand même un truc trop cool à la clé. Donc c'était génial. Mais justement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on voit assez peu finalement les réseaux sociaux dans les livres. Enfin, je veux dire, on a l'impression que les personnages, il y a personne qui a Facebook, personne qui a Twitter, encore moins Instagram. C'est un truc qu'on a essayé d'intégrer justement dans La nuit où les étoiles se sont éteintes. Il y a notamment 2 personnages, enfin ils sont un peu accros à à Instagram, pardon. Ils sont tout le temps à la recherche justement du lieu parfait. De la photo. Voilà. Et ça nous faisait rire d'intégrer ça parce que c'était un petit peu justement Nicolas qui est photographe, qui lui est vraiment très sur Instagram. Et donc du coup à chaque fois on se moquait de lui, on dit attends on prend note ce que tu es en train de faire pour le personnage. Et du coup, en fait, nous, on s'est pris au jeu parce que du coup, moi, j'ai commencé l'aventure, je faisais des stories, vraiment, elles étaient dégueulasses, elles étaient pas belles. Du coup, je regardais comment ils faisaient, je suis attends, faut que tu me formes là parce qu'il y a des gens qui m'ont regardé. Du coup, c'était aussi très formateur, j'ai appris beaucoup avec Nicolas. Qu'est-ce que tu pourrais... Je sais pas si la question est hyper intéressante, mais parce que tu as déjà en partie répondu, mais qu'est-ce que tu retirerais de cette expérience sur peut-être tes futurs écrits, bon pas forcément là le serment dont t'es dedans, voilà, mais est-ce que c'est une façon de faire que t'aimerais reproduire ou Clairement, et je pense que c'est un truc que je vais reproduire parce que par exemple la She's Flying for the Sky, je ne suis pas allée sur les lieux pour écrire, donc ça se passe à Bloomington dans l'Indiana. Par contre, Mathieu, lui, avait été là-bas quelques années auparavant, donc il connaissait la ville, et comme j'ai une confiance aveugle en lui, etc., du coup, je me suis vraiment basée que sur lui, sur les lieux qu'il connaissait. Et là, du coup, pendant ce road trip, en fait, on est allé à Bloomington dans l'Indiana, et en fait, j'étais vraiment toute chose parce que c'était exactement comme je l'avais imaginé quand il m'en avait parlé. Et du coup, là, pour le tome 2, c'est génial parce que ça m'a permis de découvrir des nouveaux lieux que par exemple Mathieu n'avait pas noté ou ne se souvenait pas, et en fait ça m'a permis d'avoir plein de petites notes également pour écrire la suite. Et il y a plein d'idées qui viennent en fait et qui se construisent quand on est sur les lieux, je trouve, qu'on n'a pas nécessairement en parcourant Google Maps. Moi je sais que par exemple quand on est rentré et que j'ai commencé à mettre en place toutes les informations sur la nuit où les étoiles se sont éteintes, j'avais pris en photo en fait le nom de la rue de la maison de Finn. Et en fait, quand je l'ai tapé sur Google Maps, ça ne mettait pas au bon endroit. Ça mettait à un autre endroit, c'était pas la bonne maison. J'ai dit c'est pas possible et tout. J'ai parcouru Google Maps pendant 45 minutes. Du coup, j'ai l'impression de connaître le quartier par cœur. Mais Google Maps, je passe mon temps dessus pour plein de trucs. Par exemple, dans She's Flying for the Sky, pour le passé des personnages, y a des villes où j'ai pas pu y aller, donc je parcours Google Maps pour voir où est-ce qu'ils auraient pu aller. C'est pas pareil.
être sur place, il y a des bruits, des odeurs, des couleurs, ça ressort pas pareil que sur l'écran, et on se prend ça dans la figure et ça fait naître plein d'idées, quoi. Et moi je sais que par exemple il y a une autre histoire que j'aimerais écrire plus tard, mais enfin du coup pas de suite, mais qui se passe dans le milieu de la musique pendant une tournée d'un groupe. Je sais que, je suis déjà en train de voir, de discuter avec des gens si je peux m'incruster dans une tournée, pour aller voir comment ça même si c'est quelques dates, tu vois, mais c'est pour savoir comment ça se passe, comment la vie en communauté se passe dans un tourbus, puis quels sont tous les rôles de chacun dans une tournée, tu vois. Même si c'est pas un truc que tu qui est majeur dans ton histoire et que ça peut je veux dire, il y en a plein qui ont écrit des histoires sur ça et qu'ils n'ont pas eu besoin d'aller faire une tournée pour que ça paraisse complètement réel. Mais c'est vrai que moi, le fait de le vivre, ensuite de l'écrire, j'ai l'impression que du coup comme une certaine légitimité, je me dis c'est bon, je l'ai vécu, je peux en parler, et j'ai pas derrière, on va pas pouvoir me dire c'est pas comme ça. Tu vois. C'est quelque chose qu'on doit te demander parfois souvent, je veux dire des gens qui viennent vers toi pour te demander quels seraient tes conseils pour commencer à écrire, peut-être écrire son premier livre. C'est souvent le truc qui fait le plus peur, c'est écrire le premier, commencer. Quels seraient toi tes conseils, ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé le premier, peut-être le pacte d'Emma, ou peut-être d'autres avant, mais... C'est vrai que c'est toujours un peu la question compliquée, parce que je fais des vidéos qui parlent d'écriture, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent justement ce genre de questions, et c'est pas que je me considère pas comme une autrice, et donc du coup que j'ai pas de légitimité à porter des conseils, mais je suis encore moi à la recherche de personnes qui vont me conseiller. C'est pour ça que j'adore écrire à 4 mains, parce que finalement tu continues à apprendre des autres. Et je pense que le plus dur finalement c'est de se lancer, tu vois. Il y en a beaucoup quand ils viennent me rencontrer, qu'on parle d'écriture, ils disent ouais mais je sais que j'aurai pas le temps, ou alors je sais pas si ça va être à la hauteur. On s'en fiche. Je veux dire, le plus important c'est de réussir à sortir son histoire, et puis après on a le temps de repasser dessus. Donc déjà se lancer, je pense que c'est le plus dur, mais il faut le faire. Une fois qu'on est dedans, c'est bon. En fait non, c'est pas vraiment vrai, parce que après il faut aller jusqu'au bout. Mais en fait, souvent il y a des gens qui demandent qu'est-ce qui est le plus dur, c'est le début, le milieu ou la fin. En fait, c'est du début à la fin que c'est dur. Mais je pense que la première impulsion est quand même la plus compliquée, parce qu'il faut vraiment affronter la peur de le faire, en fait. C'est assez effrayant. On se dit waouh, il y a 400 pages ou 500 pages à écrire, je vais jamais y arriver. Après, de pas hésiter à... Moi, je sais que c'est un truc que je faisais pas. Et maintenant, j'essaie de le faire. Et en tout cas, c'est ce que mon éditeur m'a beaucoup apporté. De lire, en fait, des conseils, des blogs, en fait, sur des conseils d'écriture. Ou même, moi, je regarde beaucoup de blogs, par exemple, pour des tas de trucs. Par exemple, il y avait un truc que je faisais pas avant. C'est le show don't tell. Je sais pas si ça te parle. C'est, en fait, en gros... Il vaut mieux faire en sorte que l'action se déroule, qu'on la voit se dérouler, plutôt qu'elle soit racontée par un personnage. Moi, le nombre de fois où justement je faisais raconter par un personnage parce que c'était plus facile, mais finalement en fait c'est ennuyeux, c'est pas cool à la lecture. Et c'est des tas de petits conseils comme ça qu'en fait on se rend pas nécessairement compte quand on se lance dans une écriture d'un roman, et qu'on se rend compte qu'après coup. Et il y a des tas même des podcasts d'écriture, il y a des tas de trucs qui sont hyper enrichissants sur la question, donc c'est bien. Un correcteur, ça je pense que c'est l'outil à avoir, c'est Antidote. Ce truc c'est la magie, parce que ça corrige les fautes, même s'il y en a toujours qui restent, mais il y a un outil qui est génial. Alors je sais plus du coup comment ça s'appelle, mais ça montre les récurrences de certains mots. Ouais, ça c'est trop pratique. C'est trop pratique, et donc du coup ça permet de voir en fait quelles sont les répétitions qui sont trop souvent présentes dans un chapitre, et justement de travailler dessus. Donc moi généralement ce que je faisais, c'est que pouf, j'activais mon petit truc. Je disais, alors les répétitions, bon j'en utilisais plein. Donc ça me permettait de trouver où est-ce que je faisais répétition, et du coup j'allais sur des sites de synonymes pour essayer de changer. Et aussi ça montre, moi je sais que par exemple j'abuse de ouf des mots en genre énormément, passionnément. Voilà, c'est tous ces mots là, mais alors moi j'en abuse vraiment de ouf.
Et donc du coup ça me permettait de voir vraiment quand j'abusais un petit peu trop. Et du coup mon éditeur souvent me disait faut se calmer là-dessus. Donc du coup je mettais dans mon antidote et je les enlevais. Parce que finalement en fait c'est des mots souvent, ça marche en fait sans. Et j'aurais tendance à dire aussi un truc que j'aurais aimé qu'on me dise au début, parce que c'est sur ça que j'ai beaucoup retravaillé sur la réécriture. Faut pas essayer de faire compliqué. Je sais que dans la V1 du Pacte d'Emma, j'ai essayé de faire des belles phrases longues. Non, souvent les phrases qui sont... Généralement c'est une idée par phrase, des phrases pas trop longues. Faut pas que ça soit trop coupé non plus, mais faut pas essayer de faire des phrases très poétiques, machin. Souvent le plus simple et le plus efficace, donc c'est pour ça qu'il faut pas, je pense, complexer en fait. Souvent il faut aller au plus simple. Est-ce que tu es du genre à beaucoup corriger ou retravailler tes textes? Enfin, pas forcément, je veux dire, après, une fois que la maison d'édition l'éditeur ou l'éditrice fait son retour et du coup tu dois retravailler, toi sur ta V1, je veux dire, est-ce que t'es plutôt, t'écris tout et tu corriges des fautes, ou est-ce que tu vas retravailler, la V1.1, .2 Alors moi en fait, quand j'écris un chapitre, je fais d'abord une écriture qui est très... clairement, faudrait que personne la lise. C'est des phrases, c'est pas toujours bien français, c'est surtout beaucoup de dialogue. En fait, je fais d'abord un premier passage vraiment très brut, quoi. Je cherche pas que ça soit joli, je veux juste vraiment placer toutes les idées. En fait, c'est comme si j'avais un film qui était en train de se passer dans ma tête du chapitre, fait que je l'écrive à la même vitesse que j'étais en train de le voir sur l'écran. Donc j'écris très très vite, donc ça donne un truc très très moche, mais en fait ça me donne toute l'ossature de mon chapitre. Et après je repasse, et alors là j'essaie de faire en sorte que par exemple l'idée soit développée, qu'elle soit bien comprise, donc je fais ça, et après je refais un autre passage pour que là ça soit une plus jolie lecture, plus dans le style en fait. Donc généralement je fais 3 passages. Mais chapitre après chapitre, je fais pas genre... c'est pas comme si je regardais un film et que j'écrivais tous les chapitres, je fais ça chapitre après chapitre. Et t'écris dans l'ordre, t'écris dans le désordre, t'as dit que t'écrivais beaucoup la fin au début. J'aime bien écrire la fin au début, parce que du coup on sait quel est l'enjeu du personnage, et puis aussi parce que quand les personnages commencent à vivre leur truc, etc., que toi t'as en tête ta fin, du coup tout le monde est au courant que la fin du Pacte d'Emma est horrible, je dirais pas quoi, mais du coup moi en fait au fur et à mesure que j'écrivais le Pacte d'Emma, je me disais mon Dieu j'ai écrit cette fin, et du coup en fait ça m'aidait dans une empathie pour mes personnages qui était très forte, que je n'aurais peut-être pas eu en fait si j'avais pas eu la fin au tout départ. Donc je trouve ça fort moi justement de savoir où vont nos personnages, ça permet de s'y attacher un peu plus, je trouve. Sinon tes autres chapitres ils sont dans l'ordre, ou tu fais souvent ce que je fais c'est j'écris dans l'ordre, mais il m'arrive qu'à un moment donné, je me rende compte que ce chapitre-là, ou en tout cas cette scène-là, fonctionnerait mieux à tel endroit, et donc du coup, à la fin, je switch. Mais sinon, je vais vraiment dans l'ordre. Souvent même, ça me bloque. Des fois, je me dis, bon, c'est pas grave, ce chapitre, il me bloque, je vais au prochain. Des fois, ça me bloque un petit peu. C'est assez rare quand même que je vais beaucoup... que je saute des chapitres. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'émotion va pas être la bonne, parce qu'en fait le personnage aura vécu peut-être des choses dans les 2 chapitres d'avant qui auront pu influencer en fait sa manière de penser, même si je sais ce qui se passe dans ces chapitres puisqu'il y a le plan, c'est pas pareil que vraiment les mettre sur papier. Souvent je me suis étonnée pour moi il se passait par exemple telle chose dans ce chapitre là, tel bouleversement émotionnel, et en fait quand j'ai écrit ce chapitre, en fait c'était beaucoup plus intense, beaucoup plus dur pour le personnage que ce que je pensais en fait à la base, parce que le détailler en fait finalement c'est pas du tout pareil. Donc du coup je préfère vraiment aller dans l'ordre, ça permet vraiment de suivre vraiment la suite logique. Et est-ce que ça t'est arrivé qu'en ayant écrit la fin d'abord, que tu t'écris et en fait tu te rends compte que cette fin n'ira pas et qu'il va falloir la changer? Non. Je m'y cantonne à ma fin. Serment d'Andrew, c'est pareil, la fin, je la connais depuis. Elle est prévue depuis longtemps. C'est justement, en fait, même dans le Pacte d'Emma, tout a été pensé par rapport à la fin du Serment d'Andrew. Donc, tu savais déjà que tu ferais un tome 2? Alors, en fait, le Pacte d'Emma, ça pouvait être un one-shot ou un diptyque.
Mais dans ma tête, c'était un diptyque. Mais je me suis dit, bon, si jamais j'ai pas le courage, ça pourra s'arrêter là. Ça pourra s'arrêter là. Mais oui, je savais déjà, enfin j'avais déjà toute une histoire pour un tome 2. Du coup, pour te retrouver, pour suivre ce que tu fais, donc il y a la chaîne YouTube, Lecture de Nine, il y a le Wattpad Nine Gorman, il y a tes réseaux sociaux de manière générale. Tous mes réseaux sociaux, c'est Nine Gorman. Il n'y a que ma chaîne YouTube où je sais pas, j'ai voulu faire une fantaisie très originale en mettant les lectures de Nine. Voilà. Et puis du coup il y a aussi le Pacte d'Emma qui est en librairie pour ceux que ça intéresserait. C'est ça. Écoute, merci beaucoup Nine. Et voilà, on fait tomber son crayon en fin d'interview. C'était très intéressant. Et puis j'invite les gens qui écoutent à se renseigner sur ton travail si ça les intéresse. Et puis à une prochaine fois. Et je sais jamais comment conclure. Voilà. C'est pareil à chaque fois. Voilà. Merci en tout cas à toi, c'était très intéressant. J'espère que j'ai pas trop digressé. Ça, c'est non, c'est très bien. Mais c'était très intéressant aussi, tes questions. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Voix des Plumes. N'oubliez pas, La Voix des Plumes, c'est tous les premiers du mois sur SoundCloud, sur YouTube, sur iTunes et vos applications de podcast. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des commentaires, en laissant des étoiles, des pouces vers le haut et bien sûr en vous abonnant. À très vite pour de nouveaux podcasts sur La Voix des Plumes.